Merci beaucoup, Benoît et Fabrice pour votre présentation. Alors, moi, je prends, mon tour dans cette, exposition, des enjeux, de notre séminaire, heu et j'aimerais, peut-être, dire 2 choses. Essayer peut-être d'expliquer, dans quelle mesure, le questionnement qu'on pose s'articule au départ au débat suscité par la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap, comme l'a un peu, évoqué, Benoît. Et puis j'essaierai de développer, un peu ce qui finalement, dans la réflexion va au-delà, de ce premier contexte, polémique et se déploie peut-être dans la direction d'une réflexion, sur la question du sujet de droit, heu et de l'évolution, en fait, de cette figure du sujet de droit à laquelle on assisterait aujourd'hui au travers de l'évolution du droit, des majeurs protégés. Donc je développerai ces points, l'un après l'autre. Heu, alors, en 2006, peut-être rappelons que, la convention de l'ONU relative aux droits, des personnes, en situation de handicap, dans son fameux article 12 qu'a montré Benoît tout à l'heure sur la diapositive, appelle à la reconnaissance de la personne juridique en tout lieu, des personnes handicapées. Et elle s'appuie alors sur l'idée d'une égale jouissance de la capacité juridique pour préconiser le développement par les États d'un accompagnement à son exercice. Et c'est donc sur la base de cet article que le Comité des droits, 8 ans plus tard, a précisé le sens ou a interprété le sens de cette recommandation, en insistant sur le fait que la conception du handicap axée sur les droits de l'homme telle qu'elle est défendue par la Convention suppose que l'on passe d'un système de prise de décision substitutive à un système de prise de décision assistée. Et donc, c'était là la fameuse perspective abolitionniste des régimes et mécanismes fonctionnant sur la base d'un déni de la capacité juridique. Comme on sait, le comité visait ces dispositions du droit civil qui permettent d'organiser la représentation ou l'assistance de personnes dont l'altération des facultés a été médicalement constatée, sur la base du caractère réfragable de la fameuse présomption de capacité juridique euh, qui normalement est donc postulée. Alors la critique évidemment à laquelle s'est exposé ce comité était la suivante: est-ce que l'injonction à l'abolition de tels dispositifs permettra de répondre aux besoins de protection et d'assistance des personnes les plus vulnérables? La réception de la convention et surtout de l'interprétation qu'on avait fait le comité s'est donc effectuée sur l'horizon des conséquences euh, institutionnelle, euh, irréaliste, voire même dangereuse, qu'entraînerait son interprétation par le comité, et notamment le psychiatre Applebaum, lui, dans une position, enfin, avait une position assez claire là-dessus, en disant ben, finalement, la reconnaissance de la personnalité juridique universelle à laquelle, plutôt de la capacité juridique universelle à laquelle appelle la Convention, va porter atteinte aux manières traditionnelles de protéger les personnes incapables. Euh, Elle porte peut-être atteinte aux manières traditionnelles de protéger les personnes incapables, mais c'est peut-être là, finalement, toute la question, à savoir le changement de paradigme dans la protection auquel invite le texte de la Convention. Alors, il y a plusieurs points dans ce texte qui peuvent attirer, retenir notre attention. C'est tout d'abord le fait que cette catégorie des majeurs protégés est inclue plus largement dans la catégorie des personnes handicapées. Or, le handicap, dans ce texte de la Convention, fait l'objet d'une définition qu'on peut dire sociale. Fabrice l'a rappelé, hein, le handicap n'est plus conçu uniquement comme une seule altération fonctionnelle de facultés qui serait propre à l'individu, mais comme le résultat d'un ensemble d'interactions entre des incapacités ou des altérations individuelles et ce que le texte appelle des barrières comportementales et environnementales.
Donc il y a déjà cette appréhension sociale du handicap et le fait que les personnes bénéficiant des mesures traditionnelles de protection sont appréhendées à travers ce prisme. Par ailleurs, le texte, Benoît l'a rappelé, se présente sous la forme d'un appel à une émancipation par les droits, et ce faisant, il inscrit l'émancipation des personnes handicapées dans une histoire de légalisation et de l'inclusion sociale par les droits. On comprend peut-être à cette lumière la place centrale qui occupe l'idée de capacité juridique et l'importance de distinguer la capacité juridique de la capacité mentale, en identifiant par contraste la capacité juridique à la personnalité juridique, c'est-à-dire, pour le dire un peu grossièrement, à une forme de droit fondamental à jouir et à exercer des droits. Ce faisant, le texte a pour caractéristique de se construire autour d'une idée centrale: la protection des personnes doit se faire de façon prioritaire par le maintien et le soutien à l'exercice des droits individuels et non par leur restriction. Ce qui donc est mis en cause dans les régimes de protection est clairement leur dimension incapacitante, c'est-à-dire le fait qu'ils reposent sur des mesures qui peuvent avoir pour effet une certaine exclusion de l'individu de la vie sociale. Alors, il me semble que ces différents fils, ces différentes sensibilités du texte se retrouvent dans le rapport Anne Caron-Déglise de 2018, qui me semble aller dans cette direction lorsqu'il dit la chose suivante, je cite un passage de ce rapport: si la personnalité juridique perdure en théorie jusqu'à la mort pour tout être humain, les atteintes qui peuvent être apportées à la capacité juridique par les régimes dits d'incapacité ne semblent pas respecter à leur juste niveau les droits fondamentaux. Ils enferment durablement un nombre de personnes important, sans réelle possibilité d'évolution, comme en atteste le très faible nombre de mains levées de mesures. Cet état de fait est d'autant moins acceptable que le critère d'entrée dans un régime de protection juridique et surtout judiciaire est lui-même fortement discuté, l'évaluation des altérations des facultés personnelles ne prenant pas en considération les facteurs environnementaux et les possibilités d'évolution de la personne si elle est soutenue. Donc on voit ici clairement le même type de raisonnement qu'on trouve dans le texte de la Convention. Il ne suffit pas de reconnaître l'égale personnalité juridique à tous les êtres humains. Ce sont dans les restrictions de la capacité juridique que se joueraient certaines atteintes aux droits fondamentaux. Et par ailleurs, les mesures d'incapacitation auraient la faiblesse d'ignorer le fait que l'altération des facultés n'est pas un problème strictement fonctionnel, mais qu'il s'évalue et évolue dans un environnement donné. Donc là où finalement, au départ, la polémique initiée par la Convention semblait se concentrer sur une sorte d'opposition un peu artificielle entre, d'un côté, impératif de protection, de l'autre, respect des droits de la personne, on voit finalement apparaître une autre question qui déplace le problème. Comment protéger les individus vulnérables ou les personnes dont l'altération des facultés est telle qu'elles ne sauraient pourvoir seules à leur intérêt? Est-ce nécessairement par des mesures de restriction de droits? L'hypothèse est plutôt que non, que lorsque cela est possible, il est peut-être préférable de soutenir l'exercice des droits, de maintenir la possibilité de cet exercice, et c'est, me semble-t-il, là que se situe ce fameux changement de paradigme auquel invite la Convention et qui, clairement, rompt avec les principes traditionnels du paternalisme juridique et du principe selon lequel une personne dont les facultés sont défaillantes ne peut plus qu'être représentée sur la scène juridique. Donc là, il y a une rupture avec ce paradigme traditionnel de la représentation de la volonté au profit d'une réflexion sur les conditions auxquelles on peut accéder à cette volonté. Alors, ce séminaire se veut l'écho de ce débat
En tout cas, c'est ainsi que je le comprends. Et, mais par ailleurs, il essaye de comprendre ce que ce débat sur cette question des modalités de la protection des majeurs vulnérables nous disent de l'évolution du droit et peut-être de façon plus particulière de l'évolution de la figure du sujet de droit autour duquel s'est construit le droit moderne. Donc j'en viens au deuxième temps que je souhaitais exposer, hein, un peu les perspectives théoriques que le séminaire essaye de ressaisir. Euh, le séminaire est parti de l'intuition que derrière ces débats, derrière ces prises de position, derrière la polémique assez virulente qui a été suscitée par la Convention, finalement, il y a peut-être un enjeu théorique assez massif qui a trait à cette question du sujet de droit et à sa place dans le système juridique, mais aussi dans les représentations sociales. David Nogueiro, qui a une position critique à l'égard des effets de la Convention sur le droit de la protection des majeurs, me semble en rendre compte d'une façon assez intéressante lorsqu'il pose la question suivante. C'est-à-dire qu'il rend compte un peu il exprime cet arrière-plan théorique. À trop se polariser sur l'individu, dit-il dans un texte de 2019, à trop se polariser sur l'individu, n'oublie-t-on pas que le droit fournit des règles régissant les rapports des hommes en société et qu'il doit, dans ce but, hiérarchiser des intérêts et opérer des choix qui ne peuvent être toujours en faveur de chaque individu. Nos systèmes juridiques doivent-ils sans cesse produire des lois d'autorisation et de reconnaissance pour consacrer à l'infini des droits subjectifs et des libertés, au gré des revendications, éternelles comme le désir inassouvi, sans trop se préoccuper de leur conciliation et de leur nécessaire articulation au sein d'une collectivité. Et il continue en disant, voilà, dans le cas des majeurs à protéger ou dans le cas des majeurs protégés, on ne peut pas centrer les règles sur le majeur vulnérable puisqu'il faut prendre en considération l'ensemble des rapports qui existent entre le majeur vulnérable et les autres membres du groupe. Le droit doit récupérer sa fonction de régulation des rapports sociaux et ne peut pas se concentrer uniquement sur les droits subjectifs. Et il me semble que cette façon de poser la question exprime très clairement le malaise qui a été suscité par les revendications de la Convention et qu'elle rattache finalement cette question des modalités de la protection des personnes vulnérables à un problème peut-être beaucoup plus général de la philosophie juridique et politique, à savoir la question des règles de droit, si elles peuvent être exclusivement centrées sur l'individu ou si elles ne sont pas, au contraire, censées organiser les rapports entre individus. Et alors, par rapport à cette question, du coup, moi, il me semble que ça, là, il y a clairement un intérêt, en fait, très théorique à revenir sur notre interprétation du sujet de droit moderne la façon dont David Nogueiro, là, en l'occurrence, lit, positionne le débat, me semble très tributaire d'une lecture de ce qu'est le sujet de droit moderne, la lecture anti-moderne de Michel Villet, qui est très structurante en fait dans la façon dont les gens se rapportent à cette question des droits subjectifs et de la figure du sujet de droit moderne, en tout cas en France. Et cette lecture de Michel Villet, elle a tendance à opposer de façon très nette, en gros, un droit romain qui aurait été dédié à la régulation des rapports juridiques et sociaux, et de l'autre côté, un droit moderne qui a pour fâcheuse tendance de mettre en son centre le désir infini, comme il le dit, de l'individu. Et il faudrait contrer cette tendance. Alors, il me semble que, du coup, finalement, à l'arrière-plan de ces positionnements, il y a une réflexion à mener sur ce qu'est le sujet de droit moderne, sur la place qu'a le sujet de droit dans le système juridique, et ce que finalement ce changement de paradigme auquel nous sommes invités aujourd'hui à réfléchir nous permet de penser. Qu'est-ce que cela veut dire de rompre avec la conception incapacitante des mesures de protection pour embrasser une conception de la protection comme soutien à l'exercice des droits individuels. Et c'est là, du coup, que notre réflexion sur la capacité a un certain intérêt parce que, du coup, il nous faut essayer de comprendre ce qui s'est joué derrière cet appel
de la Convention à une généralisation ou une universalisation de la capacité juridique. Et la question se pose de savoir si, dès lors que l'on dit que tous les individus sont juridiquement capables, est-ce que la notion de capacité juridique perd son sens ou, au contraire, est-ce qu'elle ne gagne pas son sens véritable qui serait celui d'être un synonyme de la personnalité juridique? Bon, ça, c'est, il me semble-t-il, une des questions que l'on peut se poser. Alors juste peut-être un petit mot sur cette notion de capacité et sur sa complexité avant de de vous laisser réagir du coup à ces différentes pistes qu'on a essayé ici de proposer. Euh, cette notion de capacité, elle est complexe. Alors Fabrice a proposé des distinctions très utiles. Euh, dans le droit, on dit souvent qu'elle forme une sorte d'angle mort, cette notion de capacité, notamment parce qu'elle est au croisement entre le droit des contrats, hein, puisque la capacité juridique, c'est l'une des conditions de la validité de la Convention, et du droit des personnes. Et par ailleurs, il me semble que l'autre difficulté, c'est qu'elle renvoie toujours à une double facette, puisqu'elle est toujours conférée par le droit. C'est quelque chose que le droit confère. Ainsi, quand on devient majeur, on acquiert la capacité juridique. Et en même temps, elle a toujours un lien avec l'idée d'aptitude naturelle ou de compétence. Mais un lien qui n'est pas nécessairement évident. C'est-à-dire que la capacité au sens de l'aptitude naturelle et la capacité juridique ne se recouvrent pas nécessairement. Il y a par exemple des cas de disjonction entre la capacité juridique et l'aptitude naturelle. Lorsque par exemple, il y a incapacité de droit, alors que par ailleurs le sujet a les aptitudes naturelles de l'exercice de ses droits. On pense à l'ancienne incapacité de la femme mariée, par exemple. Il y a des cas où l'incapacité juridique n'est pas du tout, au contraire, subordonnée à la question de l'aptitude. Par exemple, le médecin qui est dans l'incapacité de conclure un contrat avec un patient et cela n'a rien à voir avec une question d'aptitude naturelle. Et il y a enfin des cas où la capacité juridique est là, mais où les aptitudes qui sont censées la soutenir font défaut. Donc en fait, ces différents cas de figure nous révèlent un écart, mais qui est toujours présent finalement dans le droit, entre la question des aptitudes naturelles et la question de la capacité juridique. Et cet écart nous montre que la capacité juridique n'est pas toujours la sanction dans l'ordre juridique constitutionnel de dispositions qui seraient réelles, de compétences qui seraient réelles. Et cet aspect de la capacité juridique comme construit, comme construction juridique, comme construction qui habilite les sujets à faire tel ou tel acte, c'est une question qui nous intéresse, car il nous semble que se joue dans cette construction juridique, et du coup dans ces aspects normatifs, dans ces aspects anthropologiques, des enjeux qui vont au cœur de notre questionnement. Car finalement, le fait qu'aujourd'hui, avec la valorisation de la personne, il y ait une recherche de plus en plus poussée sur, finalement, au-delà de la capacité juridique, sur la capacité naturelle des individus, cet horizon ouvre un vrai chantier de réflexion. Hein, puisque, du coup, dans les manuels de droit, on trouve l'idée que la capacité juridique, c'est l'aptitude d'un sujet à faire seul tel ou tel acte, à exercer seul ses droits. Et donc cette insistance sur la suffisance à soi du sujet, Fabrice parlait de solipsisme, c'est peut-être aujourd'hui un obstacle à la saisie de ce que peut être la protection lorsqu'elle s'exerce dans l'accompagnement plutôt que dans la substitution. Et donc voilà, ça c'est également un axe de notre réflexion, cette question de l'aptitude, de la façon dont on la définit et où on la détermine, la façon dont on l'évalue, ces variations dans des environnements donnés, etc. Donc voilà les différents points hein, que l'on souhaite interroger. Et pour les rappeler très brièvement avant de finir, il y a donc trois axes dans notre séminaire. Cette question de la capacité juridique, sa place dans l'histoire du droit, sa place, la façon dont elle s'est construite dans le Code civil notamment, en interrogeant l'héritage romain. Première série de questions. La deuxième question, c'est les rapports entre les notions de personne et de sujet de droit, les tensions entre les aspects constructifs et fictionnels du droit d'un côté et les aspects anthropologiques.
Et enfin, cette tension entre, au sein de la question de l'autonomie, entre les modèles qu'on a pu appeler individualistes et relationnels de l'autonomie et les effets de ces modèles dans notre compréhension de l'exercice des droits par les individus. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Peut-être qu'on peut laisser du coup les, les co-animateurs réagir à toutes ces propositions. Merci.